Messieurs les directeurs de cabinet, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs, chers représentants des médias, merci d'avoir répondu, comme habituellement, à notre invitation qui s'inscrit dans le cadre de notre rendez-vous devenu un rendez-vous attendu, la quinzaine du gouvernement. En votre nom et au mien propre, je salue la présence ce matin de Madame Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa, ministre des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire, qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Sa présence, comme celle attendue du ministre des Hydrocarbures tout à l'heure, répond à votre souci exprimé depuis quelques mois, et vous constaterez que nous avons répondu depuis lors à ce souci, c'est d'avoir les ministres compétents concernant chacune des affaires sur lesquelles vous souhaitez avoir des éclaircissements. Donc, en votre nom, je salue la présence de Madame la ministre. À ce stade de mon propos, j'ai une pensée pour nos milliers de jeunes qui se soumettent sur toute l'étendue de notre territoire à cet exercice redoutable qui s'appelle les examens de fin d'année. Souhaitons à chacun d'entre ces enfants pleine réussite et récompense pour leurs efforts durant cette année scolaire qui vit ses derniers moments. Bonne chance à eux. Nous déplorons, mesdames et messieurs, justement dans le cadre de la tenue de ces examens de fin d'année, le décès brutal ce lundi 14 juillet 2025 d'une des personnes qui encadrent la série d'examens en cours. Il s'agit de Madame Délicia Mélanie Chancel Olinguissa, qui est une des cadres dirigeantes du ministère de l'enseignement primaire et secondaire, décédée dans le cadre de l'exercice de son service à Djambala dans la période qui précédait la supervision des examens. Et sincères condoléances à sa famille biologique ainsi qu'à sa famille professionnelle du grand monde de l'éducation. Nous avons également déploré le décès d'un grand sportif congolais, je crois, qui était boxeur, Monsieur Mavungu Borel, qui est décédé d'une attaque cérébrale à Hong Kong, un ancien champion du monde des lourds légers. Condoléances au monde du sport et à sa famille. Au titre de l'actualité nationale, nous pouvons épingler d'abord la tenue réussie à Brazzaville de la 5e édition des rencontres des entrepreneurs francophones, REF en sigle, édition 2025, qui s'est tenue du 26 au 28 juin dernier, sous le haut patronage de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Cette rencontre, qui a réuni plus de 1500 participants venus de 35 pays francophones, a contribué, nous n'en doutons pas, à la valorisation de notre pays comme destination d'affaires dans le monde francophone. Autres éléments essentiels de l'actualité nationale, le président de la République a procédé au lancement, le 27 juin 2025, des activités de la distillerie de Moutela dans le département de la Bouenza, sur le site de Saris Congo, filiale du groupe français Somdia. Le lendemain, 28 juin, le chef de l'État a patronné à Loudima la cérémonie d'inauguration de l'Agri-Hub Arturo Bellezza de la société Eni Congo. Il s'agit là du lancement d'une des premières unités de production de biocarburants, production qui sera donc issue de la culture de tournesol, de soja et de ricin. Cette excellente nouvelle, mesdames et messieurs, aura des incidences heureuses pour l'accélération du développement agro-industriel et rural de notre pays, avec la création de nombreux emplois en faveur du département de la Bouenza en particulier, mais de notre pays en général. Il s'agit également, à travers ce type d'investissement, de permettre à notre jeunesse d'acquérir des compétences techniques et des formations utiles en vue de son employabilité. Mesdames et messieurs, l'actualité, c'est également
la confirmation par l'intermédiaire de la ministre de la Culture et des Arts, Madame Lydie Pongo, de la tenue imminente du Festival panafricain de musique FESPAM en sigle, dont la 12e édition sera célébrée du 19 au 26 juillet à Brazzaville, sur le thème suivant, je cite, « Musique et enjeux économiques en Afrique à l'ère du numérique », fin de citation. Autres éléments notables de l'actualité de ces derniers jours, pris en quelques flashs, le lancement le 9 juillet 2025 des travaux préparatoires du Forum africain de l'économie sociale et solidaire, forum qui se tiendra à Brazzaville en janvier 2026, les travaux préparatoires ayant été animés par Madame la ministre en charge de la promotion de la femme et de l'économie informelle. Autre élément d'actualité, la participation de notre pays au 3e sommet Afrique-Espagne, sommet qui s'est tenu du 7 au 8 juillet 2025 à Madrid. Enfin, la visite à Aubéville, dans la banlieue de Madingu, du ministre en charge de la jeunesse, des travaux de finition du centre devant très bientôt accueillir nos jeunes compatriotes en délicatesse avec la loi et avec les principes citoyens, et ce, en vue de leur insertion et réinsertion dans la société et la communauté nationale. Madame la ministre, chers collègues et très chères sœurs, mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs, voilà les quelques faits que je souhaitais valoriser au cours de la présente quinzaine du gouvernement, et je vous remercie pour votre aimable attention. Alors, pour ce qui concerne nos travaux, étant donné l'agenda chargé de Madame la ministre, nous allons l'inviter respectueusement à venir devant le lutrin afin que celles et ceux parmi vous qui ont des interrogations à lui porter et des questions à lui poser, eh bien, puissent remplir leur office. Je suis Gustavo. Oui. Je commence par vous, Monsieur le ministre. Il y a de cela quelques semaines, vous étiez en Europe pour une tournée médiatique au cours de laquelle vous avez abordé l'actualité nationale et internationale liée au pays. J'aimerais savoir, Monsieur le ministre, quelles sont les retombées de cette mission de travail. Et vous me permettrez d'aborder d'abord le sujet sous cet angle-là. J'ai du mal à comprendre cette espèce de polémique parce que ce que vous dites est quelque part la version polie de ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux. J'ai du mal à comprendre le sens même de cette polémique. Je vais vous dire pourquoi. Je crois que dans mon portefeuille ministériel, j'ai deux fonctions. D'abord, une fonction technique qui s'appelle le ministère de la Communication et des Médias. J'ai une autre fonction qui s'appelle être porte-parole du gouvernement. Porte-parole veut dire de manière tout à fait stricte que je porte la parole du gouvernement et de manière plus globale, je porte la parole de l'État. Donc, quand je me déplace pour faire une tournée médiatique, vous l'avez évoqué, c'est que je suis dans ma fonction politique qui est celle de porte-parole du gouvernement. Donc je porte la parole de l'État à destination d'un certain nombre de publics qui sont pour nous des cibles, ces publics-là, et à travers des médias dont nous pensons, ces médias-là, qu'ils vont permettre que nos cibles, ceux que nous voulons atteindre, soient atteintes par le message et la parole que j'ai apportée au nom du gouvernement. Je crois que vous l'avez suivi comme moi-même, que l'actualité récente qui justifiait une explication du gouvernement de la République portait entre autres sur la fameuse affaire dite du travel ban, c'est-à-dire le fait que les États-Unis d'Amérique aient inscrit notre pays parmi 12 États qui, malheureusement, pour des raisons diverses, ne pouvaient plus voir leurs ressortissants arriver dans ce pays pour, dans notre cas, des raisons techniques qui sont celles de la prolongation illégale, voire le maintien, lui aussi illégal, aux États-Unis, au terme et à l'expiration de la durée du visa. Voilà ce qui concerne notre pays. Alors,
pour que cette réponse ou cette position du gouvernement soit exprimée et entendue par les autorités concernées, entendue par l'opinion publique internationale. Il fallait bien que nous allions vers les médias qui relaient ce type de message à l'intention des institutions, des autorités et des populations qui ne connaissaient pas la position du Congo. C'est d'abord cela, la justification du voyage du ministre de la Communication. J'ai même lu vadrouille communicationnelle, qui est un terme extrêmement péjoratif, voire insultant. Puisque je vous l'ai dit, il s'agit de ma fonction de porte-parole. Ah, j'aurais pu aller sur Télé Congo, j'aurais pu aller sur Tieleka Média, mais à ce moment-là, je n'aurais pas visé et atteint, je pense, nos cibles, qui étaient par exemple l'administration Trump. Je ne crois pas que les conseillers du président Donald Trump suivent régulièrement nos médias en ligne, et notamment Tieleka Média. Pourquoi je cite Tieleka? Puisque c'est Tieleka Média qui a tenu des propos extrêmement durs sur les raisons de ma tournée. Donc un porte-parole, quand il se déplace ou quand il choisit un média, et c'est par rapport à l'objectif qu'il vise. Si je visais nos parents d'Imfondo, de Sibiti, de Simbapel ou de Bifouiti, je ne serais pas allé sur France 24. Je serais bien entendu allé dans un média national, local, que ces populations suivent volontiers. Maintenant, j'avais un autre type de public et il fallait bien que le gouvernement de la République exprime sa position. Vous parlez de retombées. Alors, je ne sais pas comment mesurer les retombées de ce que moi j'appelle le ministère de la parole, puisque j'exprime une opinion. Derrière, je n'ai pas un outil scientifique qui me permette de dire les cibles, ceux vis-à-vis desquels j'exprimais le message et la position du gouvernement, ont-elles reçu le message de manière satisfaisante, l'ont-elles compris? Je n'ai pas d'outil scientifique. Par contre, j'ai un outil objectif. Mes équipes numériques ont fait une synthèse de ce qu'on appelle les retombées, c'est-à-dire les vues, les suivis de mes différentes interventions sur les réseaux sociaux ou sur les sites des médias concernés, ou encore depuis les comptes de mes followers, de tous ceux qui, sur les comptes du ministère de la Communication ou sur mes comptes personnels, ont bien voulu suivre les différentes interventions qui y avaient été répercutées. Eh bien, figurez-vous, puisque vous me demandez les retombées, en voilà une, le compte global de personnes qui ont suivi mes différentes interventions est évalué autour d'1 300 000 personnes. C'est une évaluation qui part d'abord des comptes officiels. Donc les nôtres, ceux des médias que nous avons visités, il suffit d'aller voir le nombre de personnes qui ont suivi sur le média en ligne, donc pas forcément en direct. Le direct, parce qu'il y a une évaluation audiométrique de l'audience, plus ceux d'entre vous qui ont pris mes interventions, les ont partagées sur leurs propres réseaux sociaux, et vous-même, vous avez des amis qui ont partagé sur leurs réseaux sociaux, c'est cet ensemble-là qui a permis à mes services de dire qu'on est à peu près à 1,3 million. Donc si vous voulez une retombée, en voilà une. Je suis Justin Bambaka de DIA-TV International. J'ai deux petites préoccupations, plus un point d'information à mettre à la disposition du ministère des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire. La première préoccupation concerne le ministère de la Communication. Monsieur le ministre, il avait été annoncé par votre département de la signature d'une convention avec la société chinoise Startam sur la télévision numérique terrestre. Aujourd'hui, fort malheureusement, ce projet peine à se réaliser. Actuellement, il y a un opérateur privé qui dispose déjà de cette plateforme et qui a besoin du soutien du gouvernement de la République et qui voudrait également loger la télévision congolaise, parce que les Congolais ont du mal à pouvoir suivre la télévision congolaise sur le bouquet Canal+, puisque c'est payant. Est-ce que ça ne vous tenterait pas de pouvoir accompagner cet opérateur privé
La deuxième préoccupation concerne Madame la ministre sociale sur les prestations sociales du programme des filets sociaux, mais également sur le projet de protection sociale et d'inclusion productive des jeunes. Ces derniers temps, on parle beaucoup plus des complaisances supposées dans l'octroi d'aide sociale. Et ça sera certainement l'occasion pour Madame la ministre de revenir sur les critères de sélection des bénéficiaires. Il y a un autre aspect, la problématique sur les risques de paiement électronique. Je vais terminer en mettant à votre disposition, Madame la ministre, une information. Nous avons été interpellés par un citoyen pour pouvoir réaliser un reportage sur une femme qui, semble-t-il, n'a pas de famille, qui a été rejetée par sa belle famille. Cette femme rejetée s'est retrouvée dans la rue. Aujourd'hui, elle a trouvé refuge dans un chantier laissé par son mari. C'est une maison inachevée, dépourvue de toiture, évidemment sans porte, sans fenêtre. Elle a à sa disposition 5 enfants, dont la plus âgée a 13 ans. Ces enfants souffrent actuellement de la malnutrition. Et cette femme sollicite de l'aide du gouvernement de la République, des autorités que vous êtes. Merci beaucoup, chers collègues, monsieur le ministre. Bonjour à tous. C'est avec un grand plaisir que nous allons avoir ce moment de partage dans le secteur dont j'ai la charge. Oui, votre première question à propos du programme national des filets sociaux. Le programme national de filets sociaux a été lancé au mois d'août de l'année 2024 par Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement en remplacement ou en succession du projet pilote qui était le projet Lisungi. Lisungi qui s'occupait des personnes vulnérables de notre pays dans 3 départements, Brazzaville, Pointe-Noire et Lupul. Arrivé à sa clôture, il était question que le Congo se dote d'un outil qui devait lui permettre d'atteindre ou d'assister les personnes pauvres, très pauvres, des personnes tout simplement vulnérables. Ce programme a été mis en place. Et ce programme, à la différence de l'Isungi, qui se limitait à 3 départements, le programme, il est national. Il est national, ça veut dire que ce programme doit aller partout, à travers les 15 départements de la République. Oui, c'est un programme qui démarre. Et tout programme ou tout outil qui démarre, tout projet qui démarre, a quelques difficultés pour démarrer. Mais le programme, il n'a pas beaucoup de difficultés puisqu'il a démarré avec le registre social unique. Pour ceux qui pensent que la sélection se fait au hasard, non, la sélection ne se fait pas au hasard. Nous avons, à travers le pays, les directions départementales des affaires sociales et de l'action humanitaire. Nous avons, à l'intérieur de ces départements, nous avons des circonscriptions d'action sociale. Pratiquement dans tous les arrondissements de Brazzaville, si vous vous rendez, vous allez vous retrouver devant des circonscriptions d'action sociale composées par des agents sociaux. Des agents sociaux qui étaient formés au départ par le ministère de la Santé, mais actuellement, depuis quelques années, formés par l'Institut national de travail social. Ce sont ces agents qui sont sur le terrain, qui travaillent avec les chefs de quartier, qui travaillent avec les chefs de bloc, qui sont des agents repartis par secteur de travail. Ces Congolais, ces agents sont censés connaître le maximum des ménages qui sont dans leur secteur. Voilà. Et donc la sélection ne se fait pas au hasard. La sélection se fait à partir des enquêtes sociales. Les enquêtes se font. Là, par exemple, vous venez de nous donner cette information de la dame qui a séjourné pendant quelques jours devant notre ministère. Et je veux vous dire que nous avons mis à la disposition de cette dame de l'argent
pour pouvoir trouver un logement le temps que nous puissions mener des enquêtes sociales. Nous allons y revenir certainement. Et donc ce programme, la sélection se fait pas au hasard. Je vous ai dit que c'est un programme national. Et pourquoi il a été national? Parce que le projet Lisungi, qui se limitait aux grands départements, Brazzaville, Pointe-Noire, et puis le pôle qui est juste à côté. Mais le programme doit aller plus loin. Pourquoi le programme doit aller plus loin? Parce que, monsieur le journaliste, j'espère que vous avez déjà fait le tour, peut-être, de votre département de naissance ou d'attache. Vous allez retrouver dans ces zones rurales des personnes qui vivaient de l'agriculture. Des personnes qui n'ont plus rien à manger, ne pouvant plus faire de l'agriculture, ne pouvant plus produire. Tout simplement parce qu'elles sont âgées, parce qu'elles sont tombées malades et ne pouvant plus se mouvoir. L'assistance sociale se fait à travers le pays. Au jour d'aujourd'hui, ça fait à peu près 10 mois, depuis que le programme a démarré, quelques localités de nos départements, dans 6 départements, je vais citer Brazzaville, Pointe-Noire, le Kwilu, le Niari, l'Alekoumou, Brazzaville, Mpouya, très bientôt Evo. Les travailleurs du programme se déplacent à travers le pays. Quel type d'aide sociale? Quel type d'aide sociale? Il y a ce que nous appelons des ASA, aide sociale d'appoint. Ça, c'est l'aide qu'on apporte aux personnes en urgence, comme cette femme qui se retrouve dehors avec 5 enfants. Ça, c'est l'aide sociale, donc l'aide d'urgence. La personne est en détresse, on essaie de soulager la peine de la personne. Il y a l'aide sociale qu'on appelle les TMC, des transferts monétaires conditionnels. Effectivement, pour ces transferts monétaires conditionnels, il faut mener des enquêtes. S'il n'y a pas d'enquête sur le bénéficiaire, on ne peut pas. Et les bénéficiaires qui sont enquêtés, validés, sont inscrits dans le registre social unique. C'est ce registre qui nous permet de faire un suivi des bénéficiaires. Le transfert monétaire conditionnel, il est mis en place avec plusieurs conditionnalités, avec plusieurs critères. Il faut que le ménage ait des enfants qui vont à l'école, le papa et la maman ne travaillent pas, ou encore l'un des parents travaille et le salaire n'est pas à la hauteur du membre de la famille. Si vous avez une famille de 5-6 personnes et que le papa ne gagne que 100 000 francs, ou la maman qui est femme de ménage et gagne le SMIC, prenons le cas du SMIC, ce qui n'est pas toujours vrai. Ce qui n'est pas toujours vrai, toutes les familles qui utilisent les femmes de ménage ne payent pas toujours 70 000 francs. Une femme qui est chef de ménage, qui gagne 70 000 francs, qui a de la peine à envoyer les enfants à l'école, qui a en son sein un enfant qui est handicapé ou qui a un parent qui est âgé. À ce moment, on inscrit ce ménage-là sur la liste des bénéficiaires des transferts monétaires conditionnels. Et comme nous ne devons pas faire de l'assistanat à vie, nous ne pouvons pas faire de l'assistanat à vie. Il faut bien que nous arrivions à un moment donné à une insertion socio-économique du ménage. Et qu'est-ce qui est mis en place? Ce qui est mis en place, ce sont des témagères. Ce sont des transferts monétaires qui financent des activités génératrices de revenus. Et quand on a mis en place ce financement-là pour ce ménage, pour cette famille, il y a un suivi qui se fait. Nous avons des encadreurs au niveau du ministère des Affaires sociales qui font le suivi pour voir comment ce ménage est en train de sortir de la précarité. Rassurez-vous, les transferts monétaires sont donnés par trimestre et tout au long d'une année,
le temps que la famille soit en mesure de pouvoir payer le déplacement des enfants pour aller à l'école, soigner les enfants quand les enfants sont malades, essayer d'acheter un beignet, un morceau de pain. Donc, ça se fait quand on a fini de mener des enquêtes. On a mené des enquêtes sociales. À ce moment-là, la famille est intégrée. Et à un certain moment, quand la famille a bénéficié du financement pour son activité génératrice de revenus, et on se rend compte qu'il y a quand même une lumière qui arrive, eh bien, on coupe, on oriente auprès des autres, puisque nous n'avons pas assez de moyens pour pouvoir atteindre tout le monde au même moment. Et c'est ce qui fait que ceux qui n'ont pas encore été touchés se plaignent. C'est normal. C'est tout à fait normal. Chacun attend de pouvoir être assisté par l'État. Venons au projet de la protection sociale et d'insertion productive des jeunes. Ce projet aussi est un volet de l'ISUNGI. Dans ce projet, nous avons voulu que les jeunes puissent être formés. Vous le savez très bien avec moi, nous avons beaucoup de jeunes dans notre pays qui ont arrêté les études au niveau de la 3e. Après le BPC, ils ont arrêté de faire des études. D'autres sont arrivés même au niveau du baccalauréat, inscrits à Maringouabi et ont arrêté les études. Mais ces jeunes, qu'allons-nous faire? Il faut bien que nous puissions les former. Nous, au niveau de ce projet-là, nous avons projeté, formé 45 000 jeunes, 5 000 jeunes dans l'auto-emploi. À la fin de leur formation, ils sont en ce moment nombreux dans les CFA. À la fin de leur formation, nous allons les accompagner pour leur installation. À côté de cela, les 40 000 jeunes, par contre, vont être formés à l'entrepreneuriat. Ceux-là seront orientés vers le FIGA pour pouvoir s'installer. Nous avons aussi, monsieur le journaliste, en dehors de ce projet, le PCJP qui forme les 45 000 jeunes et en même temps fait aussi l'accompagnement des ménages vulnérables, des ménages pauvres. Dans sa deuxième composante de ce projet, il y a aussi les transferts monétaires. Oui, vous allez certainement nous dire, vous faites la même chose dans tous les projets, mais la demande, elle est forte. Tous les projets ne vont pas sur les mêmes cibles. Quand le programme national a travaillé au niveau de Bakongo, le projet, lui, il va aller dans un autre quartier. Tout simplement parce que nous voulons atteindre le maximum des personnes vulnérables. Nous allons arriver à la femme. La dame qui a 5 enfants, qui se retrouve dans la rue, veuve, mise à la porte par la belle famille, mais là aussi, le mari, c'est aussi l'occasion de vous dire aussi, jeune journaliste que vous êtes, essayez d'avoir un petit pied-à-terre pour votre progéniture. Parce que ce papa qui laisse autant d'enfants n'a même pas laissé une petite baraque. Et donc, elle n'avait rien à bénéficier. S'il y avait une parcelle quelque part, à ce moment, la loi Moye-Bara allait frapper. On allait réinstaller la dame. Mais la dame, elle se retrouve absolument rien. Mais la question que je me suis posée avec cette femme, nous sommes des Bantous, monsieur le ministre. Il y a toujours un parent quelque part. Sauf si la dame, elle est malade. Comme celle que nous avons assistée, qui était malade, qui dormait en face de l'actuel salon présidentiel de l'aéroport. Elle dormait là avec ses 3 enfants. Et le ministère, nous l'avons récupéré, recherché les parents qu'on ne trouvait pas. Nous avons placé les 3 enfants dans les crèches pouponnières et la maman, nous l'avons soignée au niveau de l'hôpital psychiatrique de Brazzaville. À la sortie après avoir soigné la maman, nous l'avons sortie
et réinstaller en famille avec ses enfants que nous avons sortis de la crèche pouponnière. Et en ce moment, la dame, elle vit auprès de sa sœur avec ses enfants. Donc nous sommes en train de mener des enquêtes sur cette dame. Entre-temps, nous avons mis au point l'ASA, l'aide sociale d'appoint. C'est pas beaucoup d'argent. C'est pas beaucoup d'argent. Mais c'est quand même de l'argent qui peut permettre à cette maman de trouver une petite baraque pour ne pas dormir dehors. Ou encore dans le chantier laissé par son mari, elle peut faire, comme on le voit un peu partout à Brazzaville, des maisons en tôle, mais avec ce qu'elle a reçu, elle aurait pu faire un truc comme ça et se mettre à l'abri. Donc, l'État s'occupe des plus vulnérables. Vous savez, même nous au niveau gouvernemental, même les ministres à notre niveau, on n'a pas toujours l'argent disponible pour faire cette assistance, mais il nous arrive parfois de le faire avec notre porte-monnaie. Absolument. On ne va pas laisser une compatriote avec les enfants en train de dormir dehors. Et c'est aussi l'occasion devant vos micros de lancer l'appel. Nous resterons des bantous. S'il y a un frère, il y a une sœur quelque part. Mais ces enfants qui sont en train d'errer, peut-être que ce sont ces enfants qui pourront les aider un jour. Donc c'est le moment de pouvoir tendre la main à cette sœur qui a des enfants. Nous continuons à étudier sa situation. Malheureusement, nous n'avons pas d'habitat. Nous n'avons pas d'habitat pour héberger des personnes dans cette situation de précarité. Mais nous y travaillons. Le gouvernement travaille pour que, désormais, au niveau du ministère de la Promotion de la Femme, par exemple, il y a cet immeuble ou ce bâtiment qui va être érigé pour des femmes qui sont dans cette situation de précarité. Au niveau du ministère des Affaires sociales, nous travaillons pour que désormais nous ayons des maisons pour des personnes âgées. Monsieur le journaliste m'avait posé une question, mais je vais vous demander peut-être des précisions. Vous avez dit, oui, le projet de télévision numérique terrestre avec StarTime prend du retard. Je vous le confirme, malheureusement, ce projet non seulement prend du retard, mais d'ici quelques temps, le gouvernement sera amené à faire quelques annonces sur le sujet, parce qu'on ne va pas continuer à attendre 107 ans que nos partenaires, aussi sympathiques soient-ils, se mettent en ordre de marche pour répondre à nos attentes. Donc à un moment donné, un gouvernement siffle la fin de la récréation. Je pense que quand j'ai dit tout ça, vous m'avez compris. Vous me dites qu'un opérateur voudrait faire de la TNT et vous me demandez la disponibilité du gouvernement. Donc l'opérateur peut déjà écrire au ministre de la Communication et des Médias et nous examinerons, bien entendu, sa demande. Bon, maintenant, le problème de StarTime ou de tous les opérateurs que nous aurons à choisir dans l'avenir, ce n'est pas au niveau de celui qui émet seulement. Télécongo émet en numérique aussi. La question donc n'est pas l'émission. La question c'est comment le centre émetteur qui reçoit le signal le renvoie sous une version qui est numérique, qui est compressée ou en tout cas qui est gérée de manière à ce que ceux qui reçoivent le signal le reçoivent de manière à recevoir avec la qualité d'une télévision numérique terrestre. Donc je suis désolé de vous le dire, vous avez certainement une belle offre, mais cette offre, sauf si vous me dites que vous disposez de centres émetteurs à travers la République, ce qui me paraît surprenant et donc pas possible, c'est l'État, à travers Télédiffusion du Congo, qui numérise les centres émetteurs. C'est là même le cœur du problème que nous rencontrons avec nos partenaires chinois que vous avez évoqués. Donc vous êtes à un bout de la chaîne, mais ce que vous envoyez n'est pas en qualité numérique au sens de la TNT. Si vous comprenez ce que je veux dire, je crois que vous l'avez bien compris. Donc notre projet est différent du vôtre, il est en surplomb, il est plus complet. Maintenant, quand il sera réalisé jusqu'au bout, que les différents centres émetteurs de la République auront été numérisés, bien entendu, vous aurez, vous, la possibilité de demander et d'obtenir les agréments nécessaires auprès du Conseil supérieur de la liberté de communication pour faire une offre de télévision numérique terrestre qui viendra, pourquoi pas, concurrencer celle du partenaire technique et de l'État quand nous aurons accordé nos violons avec ce partenaire technique, celui-là ou un autre. Merci, je suis M. Alphonse Dongo, journaliste économique et j'interviens pour le compte de ma chaîne web Alphonse Dongo TV. Madame la ministre,
On sait très bien que les changements climatiques nous imposent une pluviométrie que nous ne pouvons pas maîtriser, mais tout de même, est-ce que le ministère des Affaires sociales dispose d'une cartographie des zones à risque, de telle sorte qu'on ne voit pas toujours le ministère agir souvent comme en sapeur-pompier à la dernière minute, mais pour créer parfois aussi la prévention en tenant compte de votre cartographie des zones à risque. Et une deuxième question, Madame la Ministre, pourquoi avez-vous signé un protocole d'accord avec l'américaine USD Mint, qui a déjà fait une expérience en matière de filets sociaux, notamment en Amérique latine, mais aussi en Asie, proposant de soutenir chaque Congolais à hauteur de $160. Qu'est-ce qui fait que ce projet, ce protocole d'accord que vous avez signé avec cette fintech américaine soit remis en cause par vous-même? Vous savez, la République, le fonctionnement d'un État ne se fait pas en monofonctionnement. Nous travaillons avec les services de météo. L'ANAC, qui nous apporte des informations, et donc nous avons la cartographie des zones à risque. Vous l'avez bien dit, les changements climatiques vont nous surprendre et continuer à nous surprendre. Un 14 juin 2025, au moment où nous ne nous attendions pas à ce qu'il y ait une grande tornade, et nous avons vécu une grande catastrophe naturelle. Là, même si la carte que nous avons dans des zones nord du pays, où nous savons systématiquement il y a des pluies, systématiquement il y a des catastrophes naturelles. Pour nous, la Likoala ne nous surprend pas quand on nous dit, Monsieur le ministre, qu'il y a inondation à Bétou ou inondation à Inélé. Nous ne sommes pas surpris parce que notre cartographie d'office déjà nous dit qu'il faut se préparer, ces zones-là, il y aura inondation. Vous allez partir à Mosaka, vous allez partir à Ngabé, vous partez du côté d'Ompouya, les risques sont là. Nous savons qu'il va y avoir. Pour cette année, les informations que nous avons reçues de la carte que les services de météorologie avaient mise à notre disposition, c'était que cette année, nous ne devons pas avoir des grandes inondations. Effectivement, c'est ce que nous avons eu. Bétou s'est inondé légèrement et les eaux se sont retirées rapidement. Vous ne m'avez pas vu courir à Bétou. Imfondo, Boignela, Moussaka, Makotipoko, il n'y a pas eu de grandes inondations. Donc l'eau, comme d'habitude, comme des années avant 2019, ça s'inondait, mais il n'y avait pas de morts, il n'y avait pas de grands risques de catastrophes naturelles. Donc nous avons la cartographie, nous savons que là, il va forcément avoir des inondations. Mais en ce qui concerne les vents violents, ce qui concerne les pluies surprises que nous avons eues à Brazzaville le 14 juin à 3 heures du matin, ça, nous ne pouvons pas nous attendre à cela. Et donc, il y a des choses que nous ne pouvons pas maîtriser, mais nous devons toujours être prêts à des futures situations qui peuvent arriver, comme on a vu à Mindouli, où il y a eu une grande pluie aussi au mois de mai, où des maisons, des écoles se sont envolées. Les toitures sont envolées et le gouvernement a fait face à cela. Mon collègue des enseignements préscolaires, primaires et secondaires, le ministre Moutou, s'est déplacé vers Mindouli pour aller réhabiliter les toitures des collèges puisque nous étions à la veille des examens. Donc nous avons la cartographie. Nous savons les zones où nous devons nous préparer à avoir des catastrophes. Mais il y a d'autres zones où on n'est vraiment pas préparé à cela. Le protocole d'accord, oui, c'était pour démarrer des échanges. Nous avons
opté, on s'est dit oui, on va y aller. Pourquoi pas, puisque nous recherchons de l'argent dans le secteur du social. Mais malheureusement, ce protocole, mais je pense que nous avons eu à échanger avec vous, M. Ndongo, plus de 5 000 milliards, Monsieur le ministre, plus de 5 000 milliards qu'on donne aux Congolais. Mais le terme de l'accord, on ne vous dit pas si c'est un prêt ou c'est un don. Mais vous avez vu, vous êtes sûr, au jour d'aujourd'hui, qu'un organisme vous donne gratuitement, sans rien attendre, plus de 5 000 milliards, pratiquement plus de le budget de la République du Congo. Plus de 5 000 milliards de francs CFA, gratuitement. Laissez-moi quand même avoir des réserves. Je préfère avoir des réserves et de se faire traiter d'analphabète financier que de pouvoir accepter. Je ne pouvais pas l'accepter, déjà. Mais j'ai mis ça à la disposition de mon collègue de finances. Moi, je suis biologiste, je ne suis pas financière. Je ne sais pas. Je ne connais pas ce qu'est l'économie, la gestion des finances. Ça, vraiment, traitez-moi d'analphabète, je l'accepte. Non, de grâce. C'est pas, vous savez, je suis en contact avec la misère. Je sais ce que c'est que des personnes vulnérables. Une personne qui ne peut pas s'acheter une plaquette de paracétamol. Un enfant qui ne peut pas manger un morceau de pain. Et donc, on ne crache pas sur l'argent. On ne crache pas sur l'argent. Vous pensez comme ça? On va refuser de l'argent si vous avez les garanties? Monsieur le journaliste, Monsieur Ndongo, merci pour cette question. Je suis Gabrielle Mabiala, je représente Ocheleka Media. Madame la ministre, j'ai 2 questions pour vous et la deuxième va rejoindre celle qu'a posée tout à l'heure Alphonse Togo, mon confrère. Parmi les jeunes dits bébés noirs, certains sont issus de la rue. Ce sont des enfants abandonnés ou n'ayant grandi sans encadrement. Quelle est votre politique pour la protection et la réinsertion des enfants de la rue? Et la deuxième question, en 2023, suite aux graves dégâts causés par les pluies torrentielles, notamment en décembre 2022 et février 2023, le gouvernement a déclaré le pays en état d'urgence humanitaire. Plus de 2 milliards de francs CFA avaient été annoncés pour faire face à cette situation. À quoi réellement a servi ces fonds? Aujourd'hui, Brazzaville, vous l'avez dit, vous l'avez annoncé, comme Pointe-Noire, des familles dorment encore à la belle étoile. Leur maison a été engloutie. Selon les chiffres officiels, la dernière pluie a coûté 7 vies. Les secours semblent tarder. Si l'état d'urgence est toujours en vigueur, pourquoi les réponses gouvernementales sont-elles aussi lentes ou limitées? Et pour Monsieur le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, j'ai une question. Monsieur le ministre, la diffusion des programmes de Télé Congo sur les réseaux sociaux a été interrompue sans aucune annonce officielle. Les rumeurs évoquent un contrat signé avec une société étrangère qui en serait à l'origine. Pouvez-vous nous donner les vraies réponses de cet arrêt? Bon, ça tombe bien que ce soit Tsieleka qui pose la question. J'aurais aimé qu'avant de diffuser un reportage diffamatoire, votre chaîne, sur cette affaire, laissant entendre qu'il y avait un soupçon de détournement d'argent, que vous commenciez par poser d'abord la question, Monsieur le ministre, qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, on aurait obtenu une réponse qui vous aurait évité un reportage à caractère diffamatoire. Mais je suis votre père de famille, j'ai décidé de ne pas porter plainte pour diffamation parce que je pense que la liberté de la presse, c'est aussi d'accepter les excès. Mais il faut qu'à votre niveau, votre déontologie vous amène aussi quand même à mettre quelques gants. Quand vous avez une chose dont vous ne maîtrisez pas les tenants et les aboutissants,
ben vous venez vers les autorités concernées, vous leur posez la question. Et c'est ensuite, si vous n'êtes pas satisfait, qu'effectivement, vous pouvez entonner toutes les trompettes de la corruption ou du détournement. Alors, expliquons ce que c'est que le contrat TEMA. Puisque vous parlez du contrat TEMA, comme nous sommes, Madame la Ministre, au Congo, où il n'y a plus de secret de l'État, il n'y a plus de courrier confidentiel, il n'y a plus de courrier échangé avec des interlocuteurs, ça part de la fuite d'un courrier que nous avons reçu en avril de l'opérateur TEMA, je vais expliquer qui il est, qui nous informe que, compte tenu du fait qu'ils sont les détenteurs exclusifs des droits de Télé Congo à l'international, pour la diffusion sur les bouquets africains, par exemple en France. Ils constataient que Télé Congo, et sur YouTube comme sur Facebook et d'autres supports, de leur point de vue, leur faisait une concurrence déloyale. Alors j'explique ce que c'est que le contrat TEMA d'abord. TEMA, c'est un contrat qui a été conclu avant que je n'arrive au ministère de la Communication et des Médias, par l'un de mes prédécesseurs. Donc déjà, Tsieleka, vous avez un peu tapé à côté, là. Ce n'est pas le ministre Mungala qui a conclu le contrat TEMA. Le contrat TEMA, c'est, TEMA étant une filiale de Canal+, donc ce n'est pas une société pirate que le ministre est parti découvrir je ne sais où. TEMA est une filiale de Canal+, qui est chargée pour Canal+, d'aider les chaînes africaines à leur permettre une grande visibilité à l'international. Et cette chaîne est devenue le partenaire de toutes les chaînes africaines, francophones, pour récupérer le signal de nos chaînes et les monter sur les bouquets africains, notamment en France, depuis qu'il existe à l'international et notamment en France, des bouquets africains. C'est-à-dire que nos compatriotes de la diaspora, depuis une quinzaine d'années, ont une option, en plus de leur chaîne française par exemple, une option bouquet africain où vous retrouvez toutes les chaînes africaines, dont Télé Congo. C'est ça, TEMA. C'est pas autre chose. Et comme je l'ai dit, c'est avant que le ministre Mungala prenne possession des responsabilités du ministère de la Communication et des Médias. Cette option, conclue depuis 15 ans avec TEMA, fait que quand vous êtes de la diaspora du Congo, vous souhaitez suivre Télé Congo en direct, vous vous abonnez aux bouquets qui existent en France, je peux les citer sans faire de publicité, c'est Orange, Bouygues, et puis Free et SFR. Donc tous les compatriotes africains de la diaspora peuvent bénéficier de cette option. Ce n'est pas que le Congo et ce n'est pas un contrat obscur signé par Mungala Thierry, ministre de la Communication. À partir de là, TEMA a constaté que, à certains moments, Télé Congo, dont c'est la vocation de service public, je reviendrai tout à l'heure sur notre position que je vais exprimer et que j'ai exprimée à TEMA. La vocation de service public de Télé Congo, c'est d'utiliser tous les supports qui existent en ligne comme audiovisuel pour exercer sa fonction de télévision publique, de télévision d'État, c'est-à-dire de reporter, si tel est son désir et la souveraineté du pays, tous les événements qui nous paraissent nécessaires d'être portés à l'attention du public. Donc ce que TEMA dit, c'est « Ah non, monsieur le ministre, Télé Congo, de temps en temps ou régulièrement, nous passe les activités du président de la République du Congo sur ses supports numériques. » Mais au même moment, nous voyons sur Télé Congo, sur TEMA, donc sur les différents bouquets satellitaires relayés par TEMA, en France là-bas par exemple, nous voyons la même chose, sauf que là-bas, les gens, ils prennent un abonnement. C'est-à-dire que le Congolais qui suit Télé Congo sur les différents bouquets satellitaires que j'ai évoqués paye de l'argent. Et TEMA dit à l'État congolais, bah écoutez, vous nous faites une concurrence déloyale parce que celui qui paye Télé Congo sur ses bouquets, à un moment donné, il va dire pourquoi je paye le bouquet si je peux retrouver certains programmes de Télé Congo gratuitement sur Facebook et sur YouTube. Donc, monsieur le ministre, informez Télé Congo, et c'est la teneur du courrier, madame, que vous évoquez, dites, monsieur le ministre, à Télé Congo d'arrêter de diffuser parce qu'ils nous font une concurrence déloyale. C'est ça, l'histoire TEMA.
Le deuxième élément de TEMA, c'est de nous dire, bon, si vous n'arrivez pas à empêcher cette diffusion, faites ce qu'on appelle un géoblocage. C'est-à-dire que, par exemple, nous pourrions, quand on diffuse en direct Télé Congo ou certains segments de Télé Congo ou certains programmes sur YouTube ou sur Facebook, qu'on fasse que ça ne soit limité que, par exemple, au territoire congolais. Le géoblocage, on appelle ça. Ben, c'est techniquement pas possible. C'est techniquement impossible. Donc, quel est le choix du gouvernement face à cette situation? Nous leur avons écrit à TEMA pour leur dire ceci. Nous sommes un État souverain. Le contrat signé avec vous remonte à une époque où le numérique n'avait pas pris l'ampleur qu'il a aujourd'hui. Vous ne pouvez pas interdire à une chaîne nationale d'avoir ses programmes en ligne. Ben, sinon, on serait peut-être même le seul pays à qui on opposerait ce type d'argument. Eh bien, nous leur disons, revoyez votre position, puisque techniquement, on ne peut pas faire autrement. D'autre part, on ne diffuse pas 100% des programmes de Télé Congo. Puisque, je le répète, nous diffusons de loin en loin les journaux télévisés, et puis quelques émissions ou quelques directs qui nous paraissent conformes à l'expression de notre souveraineté nationale. Par exemple, les activités du président de la République. Et aucune société n'interdira à la télévision publique de diffuser, même en ligne, ces programmes et ces émissions. Donc nous disons à TEMA, techniquement on ne peut pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? On rompt le contrat? C'est-à-dire que, puisque vous considérez qu'on vous fait une concurrence déloyale, à ce moment-là, on va arrêter de fournir à nos compatriotes de la diaspora la possibilité de suivre Télé Congo sur les bouquets africains. Mais à ce moment-là, c'est la diaspora qui nous dira « Ah ben voilà, vous restreignez la liberté, vous avez des choses à cacher. » Donc entre deux difficultés, personnellement, je suis prêt à ce que nous rompions le contrat si TEMA ne nous fait pas cette tolérance, qui consiste à dire bah écoutez, vous ne passez pas tous les programmes de Télé Congo en ligne, vous passez des segments précis, journal télévisé, et certains programmes de souveraineté, c'est-à-dire les diffusions qui concernent en direct le président de la République. S'ils n'acceptent pas, on rompra. Oui, les jeunes enfants en situation de rue, qu'est-ce qu'ils deviennent après? Nous les prenons pour ceux qui sont jeunes, nous recherchons les familles, nous discutons avec les familles. Il y a des enfants que nous arrivons à réinsérer dans leur famille. Il y a d'autres qu'on ne retrouve pas des parents ou qui partent, après qui reviennent, qui refuguent. Nous les reprenons, nous les mettons au CIREV. Connaissez-vous le CIREV, madame? Il y a un centre d'insertion et de réinsertion sous tutelle du ministère des Affaires sociales. Donc c'est là-bas que nous amenons les enfants en situation de rue. Quand ils atteignent la majorité, que faisons-nous? Et nous les envoyons en formation avant de les libérer. Nous les formons à un métier de leur choix et après la formation, ils sont majeurs, ils ont 19 ans, ils ont 20 ans, ils prennent leur vie en main. Voilà ce que les enfants en situation de rue deviennent après leur passage au CIREV. Oui, 2022-2023, 2 milliards de francs CFA décaissés pour l'assistance. Est-ce que vous avez le nombre des personnes sinistrées en 2022-2023 à travers le pays? Nous étions à près, sinon plus de 500 000 personnes sinistrées à travers le Congo. Vous avez déjà été à Bétou, jeune dame? Vous avez déjà été à Boignela? Vous avez déjà été à Makoti-Poko? Vous avez déjà été à Nyanga, à Divenier? Pointe-Noire, oui, vous avez déjà été à Pointe-Noire. À Luango, c'est votre pays. Il faut parfois aller en vacances, aller vous perdre dans ces zones où il y a nos compatriotes, où il y a vos compatriotes. Eh bien, les 2 milliards sont partis pour assister ces personnes-là. Pourquoi il y a encore des gens qui sont à l'extérieur, qui n'ont plus d'habitation? Le gouvernement travaille. Il y a des départements au niveau du gouvernement. Nous avons en charge l'action humanitaire. Quand l'être humain
est en difficulté, en grande précarité, en détresse. À ce moment, nous venons pour sauver l'être humain. Le reste, il y a d'autres départements du gouvernement qui s'occupent de la construction, qui doivent travailler. En ce qui me concerne, dans le mandat qui m'a été donné, je m'occupe de l'être humain en détresse. Donc, les 2 milliards ont servi à redonner le sourire, à racheter l'alimentaire, parce que quand il y a inondation, toutes les plantations sont inondées, tout le manioc, les tubercules de manioc pourrissent dans le sol. Et donc ces personnes-là, elles doivent manger. Donc, nous avons apporté l'alimentaire. Quand l'eau monte, quand il y a inondation, la literie est abîmée et mouillée. Que faisons-nous? Nous achetons des matelas. Le cas que nous avons, par exemple, à Brazzaville, où il y a eu ensablement, les ménages n'ont même plus de casserole pour faire à manger. Qu'est-ce que nous faisons? Dans l'urgence, il faut trouver des marmites, il faut trouver des touques pour mettre de l'eau, il faut trouver des matelas, il faut trouver des moustiquaires, il faut trouver de l'alimentaire. Et donc, oui, 2 milliards, mais les 2 milliards sont partis pour faire l'assistance humanitaire. Je suis Ernest Blanchard-Dimi. Je vais poser mes questions pour le groupe de presse en ligne Brazanet. La première question, elle va à l'endroit de Monsieur le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Monsieur le ministre, nous avons tous suivi par une information du ministère de l'Intérieur que les partis qui respectent la loi, je parle des partis politiques, il y en a au total 42. S'en est suivi une polémique. Alors, est-ce que les moments de publication de la liste étaient étudiés? Est-ce que la communication en amont était faite pour que les gens soient fixés, pour qu'on n'ait pas toutes ces polémiques et tous les excès qu'on a vus sur Internet et ailleurs? Est-ce que réellement il n'y a pas un problème de communication avec certains membres du gouvernement, de gestion de communication institutionnelle? La communication en amont, préparer l'opinion pour que personne ne soit surpris sur Internet. Ça, c'est ma première question. Je vais également rester sur le même registre. Nous avons tous suivi le ministre des Finances à Pointe-Noire. Il a fait état de ce que le paiement des salaires ou le financement du développement du Congo relève actuellement des acrobaties. Et cela également a suscité des réactions très vives. En croit certains, les chefs du village auraient vu, sinon a vu le diable. La panique s'est installée dans certains milieux. Alors, est-ce que ce n'était pas effectivement là aussi un raté de la communication institutionnelle? Est-ce qu'il réellement il y a une coordination quand il s'agit de questions réelles qui peuvent emmener des situations à déplorer dans le pays? À Madame la ministre des Affaires sociales, merci d'être venue. Ma question est si simple. Vous avez dit que nous avons en réalité comme une sorte de calendrier ou d'indication qui nous permettent quand même de savoir qu'à telle période, on ne sera pas étonné des inondations à Infondo ou à Mosaka ou à Limbamou, par exemple. Alors, est-ce que cela ne devrait pas vous obliger, vous, gouvernement, sur initiative des affaires sociales, à avoir comme une sorte de banque, comme une sorte de réserve, comme une sorte d'élément de fonds mis quelque part pour intervenir en cas de... Si ces incidents n'arrivent pas, on peut reconduire ça pour les prochaines situations. Alors, pourquoi ne fait-on pas ça de la sorte qu'à chaque situation, on retombe presque dans les mêmes cris de détresse et le gouvernement arrive, les gens ont déjà trop d'histoires. Voilà, et enfin, Madame la ministre, est-ce que vous suivez les cris de cœur de ces populations, par exemple de Simbapel,
qui estime que ce qu'on a donné n'est resté que sur les médias et sur les réseaux sociaux parce qu'ils n'auraient rien reçu. Très rapidement, je crois qu'il faut d'abord situer les conditions juridiques que je qualifierais de bilatérales entre le parti demandeur et l'administration du territoire, les conditions juridiques qui permettent de conduire le dossier de création ou d'autorisation de fonctionnement officiel d'un parti politique à ce qu'on lui délivrera le récépissé. Puisque l'acte juridique tel que le prévoit la loi organique du 12 mai 2017, c'est la délivrance au parti demandeur de son récépissé, qui atteste, ce récépissé, que le parti remplit les conditions substantielles mais restrictives qui sont prévues par la loi organique. Alors, je crois comprendre que certains partis ont considéré que la publication de la liste des 42 était un déni de droit et restreignait, de leur point de vue, les libertés publiques dans notre pays. Bon, là-dessus, je le répète, puisque j'ai même entendu certains commentateurs dire l'arrêté du ministre est illégal parce que ce n'est pas un arrêté qui fixe le nombre de partis. Non, l'arrêté du ministre a fait le constat des partis bénéficiant du récépissé. C'est donc un acte administratif de constatation. Ce n'est pas l'arrêté qui crée l'autorisation d'exercer en tant que parti. L'arrêté constate que les partis suivants bénéficiant du récépissé délivré par l'administration du territoire sont considérés comme remplissant les critères de la loi organique de 2017. Soyons précis sur le concept. Alors là-dedans, il y a des partis qui considéraient qu'ils avaient jusque-là le récépissé et voulaient comprendre les raisons pour lesquelles, entre-temps, brusquement, ils n'avaient plus ce récépissé, ou en tout cas, l'existence ou la validité de leur récépissé n'était plus considérée comme telle. Ces partis ont occupé les médias sociaux, notamment, parfois avec outrance, parce que quand un chef de parti, qui a quand même dans ce pays joué, ce parti-là, un rôle historique quand même, se permet d'insulter, comme si c'était le Parti congolais du travail qui avait pris l'arrêté et constaté que leur récépissé n'était plus valable, s'est permis d'insulter non seulement les membres de ce parti congolais du travail, mais a été jusqu'à dire que leurs enfants, leurs petits-enfants seront jugés, comme on a jugé les nazis. Je crois qu'il s'agit d'un dérapage verbal incontrôlé, que vous, la presse, vous devriez dénoncer. Bon, disons, mettons ça sur la colère de ce chef de parti, mais je crois qu'entre-temps, le préfet directeur général de l'administration du territoire a convoqué ces partis. Il y a des échanges qui se font. Parce que la loi n'est pas statique, où la constatation de l'existence d'un parti se fait tous les jours que Dieu fait. Si aujourd'hui, ils ne remplissent pas toutes les conditions substantielles mais restrictives qui sont dans la loi, il faut lire la loi organique, toutes les conditions de délivrance du récépissé qui doivent être remplies, ces conditions sont prévues. Il n'y en a pas d'autres que celles qui sont là. Si ces partis n'ont pas eu le récépissé, c'est qu'ils ne remplissent pas au moins l'une des conditions. C'est tout ce qu'il faut démontrer ou tout ce qu'il faut dire. Maintenant, le gouvernement, à travers l'administration du territoire, leur a ouvert la possibilité d'une discussion et donc la possibilité de se conformer à la loi. Et puis encore une fois, Monsieur Dimi, je crois qu'il faut qu'on replace les choses dans leur contexte. C'est depuis le mois de mars que le ministère de l'Intérieur a averti les partis politiques. Depuis le mois de mars, c'est-à-dire le 3e mois de l'année, en leur disant « Attention, nous allons faire une espèce de revue générale des partis politiques et de leur existence du point de vue administratif. » Donc ces partis, s'ils savaient, je pense qu'ils ont tous des organes juridiques à l'intérieur du parti, ils ont quand même des juristes, des administrateurs,
qui savent que sur tel ou tel point, ils sont fragiles, ils avaient donc 5 mois, 4-5 mois pour se conformer. Et alors après, que le ministère vous avertisse et qu'ensuite vous hurlez en disant ça nous est tombé dessus par surprise, il faut quand même qu'on dise à l'opinion la vérité. C'est depuis le mois de mars que le ministère de l'administration du territoire, donc le ministère de l'Intérieur, a informé l'ensemble des partis politiques. Donc voilà ma réponse. Donc je crois que le gouvernement a ouvert une porte qui me paraît sage. Il appartient aux partis concernés de faire le nécessaire pour se mettre à jour. D'autre part, si le parti ne peut décidément pas remplir les conditions de la loi organique, mais ça n'empêche pas les dirigeants de ces partis, ça n'empêche pas ceux qui se reconnaissent comme militants ou sympathisants de ces partis d'exercer leurs droits civils, leurs droits politiques, leurs droits citoyens. Rien n'interdit à quelqu'un, même si son parti est encore en train d'être évalué sur les critères de recevabilité pour obtenir le récépissé, ça ne les empêche pas d'être candidats aux élections, ça ne les empêche pas de battre campagne, ça ne les empêche pas d'exercer leurs droits de citoyens et leurs droits d'hommes politiques, jusque et y compris à l'élection présidentielle qui pointe à l'horizon. Pour ce qui concerne le ministère des Finances, j'avoue, Monsieur Dimi, ma perplexité. J'avoue ma perplexité parce que quand nous faisons de la langue de bois, nous les ministres, vous nous reprochez de faire la langue de bois. Vous nous dites, ah ben écoutez, lui, il est dans le mode, tout va très bien, Madame la Marquise, tout se passe bien, l'argent rentre à flot, tout est bien dans le meilleur des mondes. Et vous seriez les premiers, y compris vous, Monsieur Dimi, à dire, mais voilà, les ministres font de la langue de bois, ils ne disent pas la vérité. Quand un ministre se permet, devant quelques médias, de dire ce qu'il a constaté, ah, ça devient maintenant, ah non, il a fait une erreur de communication. Je ne crois pas. Je crois que le ministre a utilisé ce qui vous intéresse, vous, le langage qui permet en toute transparence de dire quelle est la situation qu'il a rencontrée là-bas. C'est ça qui est le plus important, me semble-t-il. Donc ce n'est pas, de mon point de vue, un raté de communication institutionnelle comme vous l'avez dit, et vous avez aussi ajouté que le chef de village avait vu le diable. Oui, il a vu le diable et il demande que le diable soit débusqué et que le diable soit chassé de l'endroit où il a été débusqué. Madame la ministre. Merci, monsieur le ministre. À nous, monsieur Dimi. Réserve. Oui, nous avons quelques réserves. Puisque tout de suite, nous avons connu le sinistre du 14 juin à 3 heures du matin, donc au petit matin. Le dimanche, nous avons commencé à apporter l'assistance à 19 heures, avec le fonds que nous avons, avec les réserves que nous avions. Mais cette réserve, nous ne pouvons pas la mesurer, nous ne savons pas à quelle hauteur. Nous mettons une petite réserve à côté et dès qu'il y a une situation, nous intervenons. Et donc là, le dimanche, le 15, nous avons commencé à assister les personnes sinistrées avec cette réserve que nous avons. Nous avons pu assister rapidement, dans la nuit, jusqu'à une 60aine de ménages. Mais je vais vous parler de ce sinistre de 14 juin, avant que nous arrivions aux populations qui disent qu'ils n'ont pas encore reçu. Oui, il y a une partie de la population qui n'a pas encore reçu. Les ménages étaient au total plus de 6 000 ménages. Je veux dire, je suis modeste, à peu près autour de 7 000 ménages. Filou, nous avons eu 88 ménages et Talangayi, 6 704 ménages sinistrés. Au moment où, je vous ai dit tout au début de mon intervention, au moment où nous étions tranquilles, je peux vous dire que je me frottais les mains en me disant cette année, je n'ai pas eu à courir parce qu'il n'y a pas eu de catastrophe. Et donc, nous avons commencé à assister jusqu'à peu près 1125 ménages que nous avons assistés. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi nous avons arrêté? Il y a eu des plaintes des habitants du quartier Talangayi. Filou, nous n'avons pas eu de problème puisqu'il n'y avait que 88 ménages. Mais Talangayi, nous avons eu des soucis parce que les plaintes ont commencé à arriver vers nous en disant que certains ménages
se disait n'avoir pas été recensés par les chefs de quartier, les chefs de bloc. Et nous avons arrêté l'assistance. Nous nous sommes déployés sur le terrain. Nous avons envoyé les agents du ministère pour revoir les listes des chefs de bloc, des chefs de quartier. Et ce travail est en train de se terminer parce qu'on devrait aussi séparer le nombre de femmes, le nombre d'enfants, parce que nous avons des partenaires tels que le FUNEAP. Vous allez voir dans les médias, ils nous ont apporté un lot de kits de dignité, donc des seaux avec un pagne, avec quelques habits, vêtements à l'intérieur de seaux. Mais pour ça, il faut que nous ayons le nombre de femmes. Donc le travail que les agents du ministère en charge de l'action humanitaire ont travaillé depuis toute la semaine dernière, en train de se conclure. Nous allons reprendre l'assistance. Effectivement, nous avons encore plus de 5000 ménages qui n'ont pas été assistés. Juste une petite annonce. Je crois que le directeur de cabinet du ministre des Hydrocarbures est présent. On vient de me dire que pour l'instant, l'audience à la présidence de la République n'avait pas encore pris fin. Je crains, parce qu'on ne peut pas non plus mobiliser nos journalistes toute la journée, je crains que nous soyons amenés à reporter, sauf miracle, et qu'à l'instant là, vous receviez l'appel salvateur de la fin de l'audience. Je crains que nous soyons dans l'obligation de reporter à notre prochaine quinzaine le passage du ministre des Hydrocarbures, ce qui est bien dommage puisque je crois que la plupart des journalistes ici présents avaient des questions précises à formuler. Eh bien, le rendez-vous sera fixé pour la prochaine quinzaine. Je suis Clavis Kiba, je parle pour le compte du média en ligne Journal Event. Madame la ministre des Affaires sociales, une question pour vous. Quel est votre regard des services sociaux qui existent dans les hôpitaux? Parce que généralement, ces services sociaux n'existent que de nom, ils n'ont pas d'argent. Effectivement, vous avez tout à fait raison. Mais déjà, il n'y a pas de services sociaux dans tous les hôpitaux. Il faut que nous y travaillions. Et je dirais même que nous sommes en train d'y travailler. Il n'y a pas que les hôpitaux, il y aura aussi dans des écoles. Il faudra qu'il y ait des assistants sociaux ou des assistants sociaux, puisqu'il y a des hommes aussi maintenant. Et donc, il faut que nous y travaillions. Au CHU, par contre, je sais que l'assistance sociale qui est là, elle est très active. Très souvent, quand il y a un problème d'une personne vulnérable qui se retrouve en difficulté, eh bien, nous travaillons avec cette assistance sociale. Celle de Djiri, pareil. Par contre, c'est celle de l'hôpital de Makelekele. Là, je ne parle que de Brazzaville. Celle de l'hôpital de Makelekele, nous n'avons pas beaucoup de contacts au niveau de Makelekele. Mais au niveau du CHU, le souhait serait qu'elle ait beaucoup de moyens. Mais c'est un peu à l'image de l'hôpital, qu'elle ait beaucoup de moyens. Très souvent, c'est par elle que nous passons pour l'obtention des réductions dans le cadre de l'accompagnement des personnes vulnérables malades, en intervenant au niveau du directeur général de l'hôpital ou encore au niveau, malheureusement, parfois au niveau de la morgue de Brazzaville. Nous intervenons beaucoup. Et quand il y a la situation où il y a des personnes vraiment en situation de précarité, elles viennent vers nous et nous regardons au niveau des aides sociales d'appoint, qu'est-ce qu'il faut faire pour des personnes. Mais elles n'ont pas de moyens en ce qui concerne de l'argent, non. Elles n'ont pas de l'argent dans leur sein pour pouvoir intervenir. Ce qu'elles peuvent faire quand il y a des personnes, elles se rabattent vers le ministère et s'il y a des ordonnances, ben nous regardons comment. S'il y a des interventions, au niveau de la chirurgie, à ce moment-là, ou des accidentés qui arrivent, à ce moment, nous avons l'information, nous intervenons avec le directeur général directement du CHU. Donc c'est vrai, mais il n'y a pas une caisse au niveau des agents sociaux dans des hôpitaux. Une question directement à Madame la ministre. Madame la ministre, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le nombre de réfugiés que compte le Congo aujourd'hui? Et d'où viennent-ils pour la plupart? Leur gestion, elle est supportable ou elle est préoccupante? Oui, merci beaucoup. Nous avons au Congo, au total, près de 66 000 réfugiés. Repartis comme suite, nous avons 33
33 000 réfugiés de la RCA, la République centrafricaine, et 32 000 et poussières de RDC, de Rwandais, des Tchadiens, des Soudanais, mais bon, en petit nombre. Mais sinon, le gros lot, ce sont les RCA et les RDC. Les RDC, il y en a qui sont arrivés pour venir renforcer ce groupe-là. C'est ceux qui sont venus de l'axe fluvial, de Kwamouth, avec la guerre entre deux groupes ethniques, sinon trois. D'abord vers Bétou là-bas, c'était les Téké contre les Yaka. Les premiers qui sont arrivés à Ngabé, c'était les Téké contre les Yaka. Et tout dernièrement sur Ngabé, Mpouya et Bouimba, ce sont les Téké toujours contre les Nounous. C'est un problème de guerre sur des terres, l'appartenance des terres. Donc les groupes ethniques se disputent des terres. Et donc, voilà, nous avons plus de 65 000 réfugiés chez nous. Comment sont-ils pris en charge? Jusque-là, le HCR est d'un grand soutien. Le HCR, le PAM, les partenaires, et puis nous-mêmes, le gouvernement, par le ministère en charge de l'action humanitaire. Nous essayons d'apporter de l'aide à ces personnes qui sont en détresse, parce que si elles se déplacent, ça veut dire qu'elles sont en détresse. Mesdames et messieurs les journalistes, je voudrais, en votre nom, remercier de nouveau Madame la ministre des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire, ma très chère sœur, et la féliciter pour la précision de ses réponses et surtout, et vous l'aurez noté avec nous, le caractère de femme de terrain qu'elle a exprimé, parce que toutes ces réponses n'étaient pas de la philosophie sur la question de l'aide sociale, mais c'était l'expérience vécue et une expérience humaine, elle l'a dit, elle est là pour aider les humains. Donc je crois que vis-à-vis de vos lecteurs, téléspectateurs et auditeurs, vous avez là, avec les propos de Madame la ministre, une leçon de vie sur le fait que le gouvernement, ce n'est pas seulement des bureaux climatisés ou lambrissés, mais c'est aussi une expérience de terrain, là où nous touchons la misère humaine.